Je voudrais d'abord remercier les membres du comité d'organisation et les membres du comité local et leur président, Pierre Clavelu et Jean Pouget, de me permettre de survoler devant vous ce plan maladie neurodégénérative qui a été présenté au mois de novembre par les trois ministres, Mesdames Marisol Touraine, Laurence Rossignol et Geneviève Fioraso. Alors, ce plan maladie neurodégénérative était, je pense, un petit peu attendu. Il ne naît pas de rien, puisque c'est un plan qui s'inscrit dans la continuité des plans Alzheimer précédents. Je vous rappelle en particulier le dernier plan Alzheimer, qui avait été évalué par mes collègues, le professeur Joël Ancry et le professeur Bram Broekhoven, qui avait fait un certain nombre de préconisations à la suite de cette évaluation. Et donc, ce plan est né de ces préconisations, et en particulier avec la volonté d'élargir un peu le périmètre. Et cet élargissement du périmètre, il est essentiellement la volonté, dans le cadre du concept de décloisonnement. Décloisonnement des pathologies, non pas en niant que chacune des pathologies a ses aspects spécifiques, mais qu'à un moment donné, il y a des intersections entre ces pathologies et que peut-être au niveau de ces intersections, il y a des possibilités de permettre, dans le cadre de la transversalité, de faire qu'on puisse arriver à construire quelque chose qui soit utilisant l'ensemble des ressources qui sont à l'heure actuelle un petit peu plus difficiles à obtenir. Donc dans le cadre des pathologies, mais dans le cadre aussi des méthodes, et en particulier, je crois qu'il faut quand même dire que le plan Alzheimer a été structurant dans l'organisation de la prise en charge du soin et de l'accompagnement, et que cela peut effectivement profiter dans le cadre d'un certain nombre d'analogies aux autres maladies neurodégénératives qui sont essentiellement représentées par la maladie de Parkinson dans le cadre du périmètre et la sclérose en plaques. Alors, les grands axes du plan, vous voyez, il y a 4 axes stratégiques. Un axe qui correspond aux soins et accompagnement, l'objectif étant qu'il n'y ait pas de rupture du parcours de santé des patients, quel que soit l'endroit du territoire. C'est deux mots simples, mais qui, dans la pratique, signifient beaucoup de choses. Deuxièmement, c'est un axe qui est centré sur l'intégration de la personne et son maintien d'autonomie, l'intégration de la personne affectée de ses affections dans la société. Un troisième axe concerne la recherche, effectivement, dans l'objectif d'une meilleure coordination et dans l'objectif d'identifier au sein de notre communauté nationale la possibilité de quelques structures qui soient reconnues dans la compétition internationale. Et enfin, un axe de gouvernance dans lequel on a souhaité effectivement que dans le cadre de la démocratie sanitaire, il y ait un pilotage qui soit participatif. Alors, je ne vais pas analyser les 96 mesures devant vous. Dans l'axe soins et accompagnement, j'ai retenu 2 ou 3 points qui sont importants. D'une part, c'est la possibilité de mettre en place des dispositifs parallèles d'organisation territoriale des parcours de soins, lorsque les intersections sont possibles, bien sûr. Renforcement de l'offre médico-sociale dans une gamme diversifiée. Vous savez, pour vous, tous qui travaillez dans des territoires différents, combien l'organisation médico-sociale fait appel à des millefeuilles parfois un petit peu difficiles à comprendre. On a parlé de guichet unique tout à l'heure. L'idée qu'on puisse arriver à un moment donné à intégrer le sanitaire et le médico-social est une idée qui est forte et qu'on voudrait essayer de développer dans ce contexte. Bien sûr, l'amélioration des pratiques professionnelles dans un cadre extensif de formation et dans le contexte du développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels. Un axe sociétal qui regroupe 19 mesures avec des enjeux multiples. D'abord, de communiquer sur les maladies neurodégénératives, et je pense qu'on rejoint là un petit peu les objectifs des structures institutionnelles de la neurologie. Bien sûr aussi, l'utilisation aujourd'hui, vous avez dans Le Monde hier des articles assez importants sur les sujets, l'évolution de la santé actuellement, et en particulier l'utilisation des innovations technologiques pour les patients qui sont en perte d'autonomie, une maîtrise de l'environnement. Je pense que c'est un enjeu conséquent sur le plan sociétal et sur le plan de la recherche.
soutenir et former les aidants, c'est une demande qui est très forte de la part des associations de personnes atteintes de cette maladie. Je crois qu'il faut que nous fassions des efforts, même si ces efforts sont déjà commencés dans cette orientation. Faciliter toutes les maladies neurodégénératives qui sont incluses dans le plan ne comportent pas et ne sont pas des maladies qui arrivent dans la fin de vie, et donc des personnes qui sont aussi en activité professionnelle, et donc essayer d'améliorer les dispositifs administratifs qui leur permettent de diminuer un peu l'impact professionnel et économique de ces affections. Et enfin, la mobilisation des espaces éthiques, qui étaient les espaces EREMA dans le cadre d'un plan Alzheimer, espaces maladie d'Alzheimer, qui vont devenir maintenant des espaces de réflexion éthique dans les maladies neurodégénératives. Enfin, dans l'axe recherche, deux grands points. Premièrement, un comité de pilotage qui est sous la responsabilité de l'Institut thématique multi-organismes neurosciences, et dans les objectifs de coordonner les appels d'offres, de mieux programmer les appels d'offres, de labelliser les centres d'excellence pour leur donner une visibilité, en particulier dans deux projets européens, deux programmes européens qui sont le COEN et qui sont le Centre of Excellence Neurodegenerative Disease et le Joint Programme Neurodegenerative Disease également. Et puis actuellement, l'effort qui est fait sur le plan mondial sur le Global Action Against Dementia. Et enfin, bien sûr, les objectifs, c'est de maintenir et de renforcer les cohortes dédiées aux maladies neurodégénératives pour permettre l'identification de biomarqueurs, identifier les cibles thérapeutiques et faire de l'innovation thérapeutique, ce qui nous est demandé effectivement. Enfin, dans l'axe de gouvernance, je dirais deux points. D'une part, il y a effectivement des injonctions qui viennent de haut, mais il y a aussi, on ne peut rien faire si à un moment donné il n'y a pas un effort au niveau des territoires, et il y aura là aussi une possibilité de plus grande flexibilité, de manière à ce qu'un certain nombre de projets qui sont des projets pilotes puissent être développés dans les divers territoires. On n'est pas tous pareils dans les territoires en France, surtout avec les régions qui vont se modifier un petit peu. Et donc on nous a demandé enfin de mettre en place une évaluation au fil de l'eau, ce que nous allons nous attacher à faire. Alors en ce qui concerne la gouvernance, on ne peut faire quelque chose que si effectivement on a des leviers. Donc vous voyez, il y a une équipe projet dans laquelle je suis accompagné du professeur Joël Ancry, donc, qui avait évalué ce plan. Je suis accompagné du docteur Étienne Hirsch, qui est directeur de recherche au CNRS et qui dirige actuellement l'ITMO Neurosciences, et puis de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui est Madame Cécile Ballandier, qui est directeur d'hôpital et qui est détachée au plan par le secrétariat général du ministère. Il y a un comité de suivi qui a 80 personnes, dans lequel il y a une représentation forte des professionnels d'une part et des personnes atteintes de ces affections au travers de leurs associations. Et on a mis en place deux structures qui sont d'une part un comité technique interadministratif des services des ministères et d'autre part un comité de référents des agences régionales de santé, de manière à pouvoir avoir les leviers à la fois sur le plan central et sur le plan périphérique dans les territoires, avec la mise en jeu de ces mesures sanitaires, médico-sociales et recherche. Et vous voyez qu'il y a un effort de décloisonnement dans l'ensemble de ces éléments. C'est difficile de mettre en place un plan de ce genre parce qu'on a affaire à de nombreux services. Alors je ne vais pas vous les détailler là, simplement pour vous dire qu'il faut mobiliser l'ensemble de ces directions, l'ensemble de ces administrations, l'ensemble de ces caisses, les 26 ARS qui ne vont plus être 26 bientôt, et les structures de recherche. Donc c'est un petit peu compliqué et ça demande pas mal d'énergie et pas mal d'efforts, mais on va y arriver. Je passe sur le comité de pilotage de la recherche parce que je ne voudrais pas développer, simplement pour vous dire que quand on a 96 mesures, on ne peut pas les mettre en place, même si on a 5 ans, les 96 en même temps. Et par conséquent, on est obligé de les hiérarchiser. Alors, on en a hiérarchisé 20 en phare et 19 en stratégique. Alors, pourquoi il y en a 20 en phare? Pour nous, elles sont toutes stratégiques, ces 20 et 19.
mais les ministères nous ont également demandé que certaines d'entre elles puissent être communiquées de façon plus facile, plus aisée. Donc c'est celle-là que nous avons identifiée en phare. D'autres stratégiques, et puis une grande partie des 24 mesures de recherche qui sont des mesures qui sont plus particulièrement des mesures qui sont pilotées exclusivement par le comité de pilotage de la recherche. Alors il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus compliquées à mettre en place quand on parle d'améliorer le logement des personnes atteintes de maladies. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas que le plan de maladies neurodégénératives qui est impliqué, qu'il y a d'autres plans actuellement sur ces sujets-là et que par conséquent on est obligé à un moment donné là aussi de travailler en transversal, ce qui est très intéressant mais qui est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en place. La démarche participative, et je vais terminer là-dessus, oui, une démarche participative parce que nous avons la volonté effectivement de faire participer à la fois les associations de patients que nous avons déjà reçues et auxquelles nous avons demandé de regarder les mesures du plan et de nous dire les mesures dans lesquelles ils souhaitaient travailler dans les groupes de travail. Et donc je pense que nous avons déjà les réponses des principales associations, France Alzheimer, France Parkinson, l'UNICEP et la Ligue contre la sclérose en plaques et la Fondation Médéric Alzheimer et les autres que nous allons recevoir. Les représentants des professionnels que nous avons commencé de recevoir et nous avons reçu la semaine dernière à la Fédération française de neurologie qui est en train de nous présenter également les priorités pour elle dans lesquelles elle voudrait, les mesures dans lesquelles elle voudrait s'impliquer. Et donc, nous aurons des groupes de travail dans chacune des mesures que nous allons commencer d'analyser et de travailler. Alors, on commence, mais enfin, on a quand même un certain nombre de livrables déjà en 2015, et en particulier celles pour lesquelles il y a déjà des financements, même si j'ai entendu ici ou là qu'il n'y avait pas suffisamment de financement. Il y a quand même des financements dans ce plan et on va les utiliser. Et en particulier pour mettre en place des centres experts sclérose en plaques d'une part, et ça on va commencer dès cette année. Le lancement d'une base de données pour la maladie de Parkinson, on a déjà commencé de travailler avec les personnes. Il y a 100 nouvelles MAIA, dont 50 en 2015, et la circulaire est sortie il y a 3 jours par la CNSA. Et enfin, une labellisation des centres d'excellence des maladies neurodégénératives. Je pense qu'on va pouvoir lancer l'appel d'offres dans le mois qui vient. Voilà, donc je termine là. Je ne veux pas prendre plus de temps, mais nous aurons l'occasion certainement de nous rencontrer à nouveau. Mais j'insiste pour vous dire que nous avons la volonté de mettre en place ce plan et qu'il est ce qu'il est, mais on fera et on y arrivera. Merci.